demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre confiance à la télé républicaine. Dans l'actualité de ce dimanche 3 novembre 2013, l'ordre revient petit à petit dans les territoires reconquis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23 n'ont pas tenu à la puissance du feu. Joseph Kabila, pour sa part, enjoint d'autres groupes armés actifs sur les territoires congolais à déposer les armes. Au cours de cette semaine, Jacob Zuma était donc à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour une visite officielle de travail. Le président sud-africain s'était adressé à la nation congolaise par le truchement de ses élus à travers une séance académique au Palais du Peuple. Son pays, a-t-il dit, exprime toute sa solidarité envers la République démocratique du Congo, dont le peuple souffre des affres de la guerre qui sévit dans la partie orientale. Et après plusieurs mois de silence, Etienne Tshisekedi Wamulumba reprend l'exercice de la parole. L'opposant historique s'est adressé jeudi à une foule de militants de son parti. La situation générale du pays a figuré en bonne place. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. La déroute du M23 ouvre finalement la voie à la mise en œuvre d'une solution globale pour la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Le chef de l'État, Joseph Kabila, l'a dit dans son message à la nation mercredi dernier sur les antennes de la télévision nationale. Mais que voudrait donc une solution régionale qui n'implique pas directement Kigali et Kampala au moment où une lueur de paix se profile dans l'est de la République démocratique du Congo? Une tripartite RDC, Rwanda, Ouganda s'impose pour baliser véritablement la voie qui mène à une paix durable. Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Thierry Kassongo. Même si la débâcle imposée au M23 a une forte symbolique dans la guerre qui ronge la partie est de la RDC, elle soulève bien d'autres problèmes sur lesquels on devait inévitablement s'épancher pour capitaliser cette situation. Certes, les FARDC, appuyés par la MONUSCO et sa brigade spéciale, ont gagné une bataille. Ce n'est pas pour autant que la guerre est finie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les racines de la guerre s'étendent bien au-delà des frontières de la RDC. Les spécialistes conseillent d'explorer d'autres pistes pour garantir une paix durable dans la région de Grand Lac. Il ne faut pas oublier qu'au commencement de la crise des Grands Lacs, il y a eu les génocides rwandais de 1994 qui a par la suite charrié tous les problèmes que l'on dénonce aujourd'hui dans cette partie du continent. Dans son plan de déstabilisation de la RDC, le Rwanda a multiplié les rébellions à l'est de la RDC avec la clé un fonds de commerce. La traque des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, toutes les rébellions qui ont défilé dans l'Est depuis l'AFDEL jusqu'à la plus récente, le M23, ont été créées sur la base de ces postulats. Dans sa stratégie d'autoprotection,
le Rwanda a attiré dans son jeu l'Ouganda. Depuis lors, ces deux pays ne se sont jamais démarqués de l'Est. L'appétit venant en mangeant, ils se considèrent aujourd'hui comme le maître de la RDC. Le Rwanda et l'Ouganda ont certes catégoriquement rejeté leur soutien au M23. Il n'est pas exclu qu'il en crée un autre. Le Rwanda et l'Ouganda sont derrière toutes les rébellions qui sont nées dans l'est de la RDC. Ignorer cette réalité, c'est mal connaître le vrai problème de la région du Grand Lac. Ainsi, la paix, la vraie dans la région, ne peut être négociée qu'entre ces trois pays, à savoir la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Un schéma qui méconnaît cette évidence ne résout la crise qu'à moitié. Sans s'enorgueillir de sa position de vainqueur, Joseph Kabila a relevé que la voie royale pour la paix et la stabilité dans la région réside dans la mise en œuvre effective et de bonne foi de l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a dès lors exhorté les uns et les autres à remplir leurs engagements tels que l'exige cet accord. Dans son discours transparaît sa ferme volonté de privilégier une solution globale qui inclurait tout le pays signataire de l'accord cadre d'Addis Abeba, principalement le Rwanda et l'Ouganda. Ainsi, à ces niveaux, s'il y a un dialogue politique à engager, c'est bien directement avec le Rwanda et l'Ouganda et pas avec le M23 qui, à ces jours, n'existe que de nom. C'est cela la solution politique que soutient toujours la communauté internationale. Retourner à Kampala pour négocier avec le M23 devrait être considéré pour le gouvernement comme une trahison. Requinqué par la lueur d'espoir qui se dessine dans l'est de la République démocratique du Congo, le ministre des Médias, qui s'était donc encore une fois de plus présenté devant la presse, n'a pas caché sa joie devant les performances des forces armées de la République démocratique du Congo sur le front militaire dans l'est du pays. Il a donc confirmé la reprise des localités de Kibumba, Kiwanja, Bunagana et Rutshuru. Lambert Mende a plaidé pour le respect strict de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098, seul cadre susceptible de favoriser le retour d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Sylvain Galula et Dieu merci Seka reviennent sur ce point de presse. La coopération loyale et sincère des pays voisins est indispensable pour réussir le nettoyage des groupes armés qui écument la sous-région des Grands Lacs, foi de Lambert Mende. Pour le porte-parole du gouvernement, cette tâche reste la seule voie qui mène à la pacification et au développement de cette partie du continent. Ce vaste processus n'est possible qu'avec la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est regrettable de constater à cet égard que ce qui s'observe sur le terrain n'est en rien conforme aux provisions de ces deux instruments internationaux. Le dernier en date de ce constat a été fait hier jeudi à Pretoria par le Parlement panafricain qui a adopté une résolution accusant nommément le Rwanda de continuer à soutenir effectivement les forces négatives du M23 afin de déstabiliser la République démocratique du Congo. Les parlementaires rwandais qui participaient à ces assises ont choisi de quitter l'hémicycle en guise de protestation après ce vote et après avoir vainement tenté de l'empêcher. Quant aux déclarations des Fay Gold, selon lesquelles le Rwanda nie tout soutien au M23, Lambert Mende précise. Notre souhait est que l'émissaire américain, M. Russ Feingold, soit dans le vrai lorsqu'il nous fait part de son sentiment que, je le cite, les dirigeants rwandais n'aiment pas la mauvaise réputation qui vient de ceux qui disent qu'ils soutiennent un groupe armé illégal car cela ne correspond pas au récit positif qu'ils construisent pour leur pays. Fin de citation.
Si le sentiment de M. Feingold pouvait correspondre à la réalité, ce serait une grande avancée vers la paix dans notre région. Le gouvernement saisit cette occasion pour instruire les forces de sécurité et de défense à radicaliser la pression sur les armées étrangères qui abusent de l'hospitalité du peuple congolais. Je le dis dans les sommaires, le président sud-africain était en visite d'État en République démocratique du Congo, une visite qualifiée d'historique. Il s'est adressé au peuple congolais à travers ses élus au cours d'une séance académique, c'était mardi dernier, dans la salle des conférences, dans la salle de congrès du Palais du Peuple, voulais dire. Jacob Zuma s'est montré solidaire au regard de la situation que traverse la population du Nord Kivu, victime des exactions commises par les rebelles du M23. Dans cette partie du pays, l'hôte de Joseph Kabila a donc déclaré la fin du calvaire des civils dans toute la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage. Le chef d'État sud-africain a fait une adresse devant son homologue de la RDC, Joseph Kabila, et les deux chambres parlementaires réunies pour la circonstance, ainsi que toute la classe politique dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette première visite de Jacob Zuma en RDC prouve à suffisance combien les relations diplomatiques entre la RDC et l'Afrique du Sud sont au beau fixe. Accompagné d'une forte délégation de son gouvernement, le président sud-africain a profité de l'occasion pour adresser un vibrant message aux groupes armés qui commettent des exactions à répétition dans l'est de la RDC. Dans son adresse très soutenue, Jacob Zuma sonne d'abord la fin du cycle infernal de la guerre, puis annonce le temps de la paix. Enough is enough. Trop, c'est trop. The time for peace is now. C'est maintenant le temps de la paix. The time for peace is now. Le temps pour la paix, c'est maintenant. To those Et à ceux who would challenge qui this défieraient for their own ceci self-interest, pour leurs propres intérêts égoïstes, nous restons fermes dans le message que the time votre is now temps up. est maintenant. Lay down your arms. Déposez vos armes. Sur le plan juridique, le 4e président de l'Afrique du Sud démocratique a félicité Joseph Kabila, d'abord pour les concertations nationales, ensuite pour l'initiative faisant état de la promulgation de la loi portant création de la Cour constitutionnelle, ainsi que la Commission des droits humains. Concernant les relations diplomatiques, le chef du Congrès national africain ANC s'engage dans une coopération très rapprochée avec le pays de Joseph Kabila. We will work together Nous allons travailler ensemble in seeing this great nation en vue de voir assume cette grande its nation rightful assumer place sa as a place fellow légitime powerhouse en tant que of the African puissance continent. dans le continent africain. On retiendra du passage de Jacob Zuma bien des choses, à savoir la performance de la diplomatie RD congolaise qui unit les deux grandes nations africaines. Sud-Africains, RD congolais, désormais un seul peuple. Voilà les retombées de cette visite historique de Jacob Zuma en République démocratique du Congo. Dans les rues de Kinshasa, l'oral de Jacob Zuma est accueilli selon les bords où l'on se trouve. Beaucoup parmi ceux qui l'ont suivi se disent très touchés par sa solidarité, une solidarité qu'il a exprimée avec le peuple meurtri de l'Est de la République démocratique du Congo. Et le plus radicaux trouve à redire, pour eux, Jacob Zuma était venu tout simplement défendre les intérêts de son pays. En République démocratique du Congo, ils ont parlé de la preuve. Il s'agit bien sûr de Inga 3, qui sera bien sûr plus bénéfique pour le pays de Jacob Zuma. On les écoute au micro de Nadine Maïfula et Pati Aluma. Arrivé à Kinshasa dans la matinée de lundi, Jacob Zuma, à la tête d'une délégation de 8 ministres, s'est adressé au peuple congolais à travers sa représentation nationale réunie en séance académique. Le président sud-africain a conclu d'importants contrats dont certains sont économiques, notamment dans les secteurs hydroélectriques. Dans l'opinion, son discours est accueilli de diverses manières. Il s'agit d'un discours prononcé en anglais à l'intention d'un peuple francophone. Une grande difficulté pour beaucoup de téléspectateurs qui suivaient en direct de la télévision d'État. Heureusement, je suis passé lire dans le journal potentiel
C'est là où j'ai suivi ce qu'il avait dit. Le discours de M. Zuma est fondé sur les entretiens entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Au nombre de rares personnes qui ont suivi Jacob Zuma, cet homme qui salue les différents contrats conclus, beaucoup disent attendre les retombées sur les vécus des quotidiens congolais. Le problème qu'il y a là, c'est le problème de l'applicabilité. Si on applique très bien, le pays va bénéficier. Interpeller les autorités qui puissent avoir la volonté, même le peu là, puisse changer notre pays. Et cela, ça nous fera très bien. Il y en a qui ont choisi la résignation. Ils disent avoir voulu suivre Jacob Zuma, mais ne l'ont pas fait pour plusieurs raisons. Bon, je ne sais pas, puisque je n'ai pas suivi. Nous n'avons pas de courant chez nous. Moi, j'habite à Kingasani. Chez nous, là-bas, il n'y a pas d'électricité. Le président Zuma est arrivé ce mercredi à Lubumbashi, où il devrait signer d'importants contrats économiques au profit de la province qu'il préfère. Toujours en faveur de cette paix que tout le monde attend, à l'initiative du gouvernement congolais, une messe d'action de grâce a été dite samedi sur l'ensemble du territoire national en faveur des hommes des troupes de la République démocratique du Congo qui ont réussi à déloger les rebelles du M23 des territoires jadis occupés. Et à Kinshasa, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est le lieu qui a été choisi pour rendre gloire au Seigneur. Le gouverneur de Kinshasa a saisi l'opportunité pour rendre hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous dit Thierry Kasongo Muyumba. Ils sont venus de partout, membres de différents partis politiques affiliés à la majorité présidentielle et des forces vives de la ville de Kinshasa. Ils prient et rendent grâce à Dieu, lui qui a secouru les vaillants militaires des FARDC sur le front du Nord Kivu. Dans son homélie, l'officiant du jour reconnaît que le Fils de Dieu s'est sacrifié pour sauver le monde. Les hommes de troupe ont eux aussi combattu jusqu'à exposer leur propre vie pour libérer la patrie. Ne jamais trahir le Congo et être prêt à consentir des sacrifices comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, pour garder l'intégrité territoriale de nos frontières, et cela même jusqu'au sacrifice suprême, comme l'ont fait nos voyants militaires qui sont tombés sur les champs d'honneur. Le représentant du gouvernement provincial de Kinshasa a du mal à cacher sa satisfaction. Ce sont de la compassion et de la solidarité de la population de Kinshasa. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, la cause du peuple congolais étant juste, il est évident que cet dernier prendra toujours le dessus sur ses ennemis, car le bonheur et la paix seront, quelles que soient les épreuves, son partage. André Kimbuta souhaite voir le Parlement congolais allouer un budget conséquent au secteur des sécurités. Toujours ici à Kinshasa, cette fois-ci à l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba a donc repris avec de bains de foule devant une foule compacte des militants et sympathisants de l'UDPS. Le vieil opposant qui n'avait plus parlé depuis 2011 fustige le comportement de l'actuelle classe politique. La dérive de la classe politique caractérisée par la médiocrité a conduit la nation là où elle se trouve actuellement. Il en appelle donc à des actions rapides pour rectifier le tir. C'était à l'occasion de l'ouverture de l'école de la formation des cadres de son parti. L'activité a eu lieu à la permanence de cette formation politique à la 10e rue Lumeté. Christopher Kamanda et Pati Allemand pour le reportage. Comme dans ses habitudes, à chacune de ses apparitions publiques, Etienne Tshisekedi est accueilli par une foule en liesse qui chante et scande des slogans à sa gloire. Visiblement contente de les revoir, les personnes qui ont fait les déplacements piaffent d'impatience de l'écouter. Dans son speech, les vieux opposants taclent la classe politique congolaise depuis l'indépendance du pays jusqu'à ces jours. Elle est caractérisée, à son avis, par la médiocrité et l'absence criante du sens de l'État.
Dans sa quête pour l'instauration d'une démocratie assise sur des bases solides, les leaders maximaux déplorent la gestion calamiteuse de l'État. L'UDPS, après la débâcle de la classe politique qui a conduit jusqu'ici le pays pendant 53 ans à l'échec. L'UDPS a eu ce mot magique dès sa naissance, c'est le mot de changement. Et tous nous avons connu comme étant la somme des antivaleurs qui ont conduit ce pays là où il est. La charité bien ordonnée commence par soi-même. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi lance les séminaires des formations à l'intention des cadres du parti. Désormais, les prétendants à des fonctions publiques devraient apprendre les notions de base sur l'administration publique. Les bénéficiaires de ces modules seront capables d'assumer avec efficacité leurs tâches dans la gestion de la chose publique. L'éthique et la moralité de l'agent public sont des vertus qui font défaut dans les chefs de nos dirigeants, regrette Étienne Tshisekedi. Côté formation, c'est dit gros. Les experts du Parti socialiste suédois sont là pour matérialiser ces projets. Dans le cadre de la vulgarisation des résolutions des concertations nationales auprès de la population congolaise, la nouvelle société civile congolaise et le forum des ONG et PME pour l'assainissement au Congo ont pris l'engagement de travailler ensemble pour lutter contre les violences urbaines communément appelées Kuluna. Ils ont mis en place une structure commune d'encadrement de la jeunesse désœuvrée. Ils l'ont fait à l'issue d'une tribune d'expression populaire qu'ils organisaient donc au siège de la nouvelle société civile congolaise à Kassavobo. Nadine Mayoufila et Fiston Bouni étaient de la partie. La nouvelle société civile congolaise et les forums des ONG et PME s'engagent dans l'encadrement, l'éducation civique et la protection des emplois des jeunes. Cette action passe par l'assainissement de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Jonas Chombela exhorte le gouvernement central et les autorités de la ville de Kinshasa à s'impliquer dans cette bataille qui, selon lui, devrait contribuer à l'éradication de la délinquance juvénile dans la capitale. Ces projets visent la lutte contre toutes les diverses formes de violences urbaines. Au nom de la cohésion nationale, les coordonnateurs de la NCC invitent les jeunes habillés en gilet vert qui sillonnent les artères de la ville pour l'assainir à dire non aux violences urbaines et oui à la paix. Les deux partis acceptent de canaliser et promouvoir le travail des jeunes, leur prise en charge, en vue de lutter et de mettre un terme au phénomène Kuluna. Ils lancent un appel aux autres jeunes à s'impliquer dans l'assainissement de l'environnement. Dans le secteur économique, la République démocratique du Congo rejette le rapport de Doing Business 2014, un rapport qui classe le pays de Joseph Kabila à 183e position sur 189 pays évalués. Le gouvernement qui remet en cause cette notation indique que les enquêteurs de la Banque mondiale ne sont focalisés que sur Kinshasa à travers un questionnaire destiné aux avocats, transitaires et autres corps de métier. Et Kinshasa estime que toutes les avancées que le pays a enregistrées n'ont pas été prises en compte. Célestin Vonabandi, ministre du Plan, l'a dit samedi dernier au cours d'une conférence de presse. Doudou Ndombe. Classé au bas de l'échelle dans le dernier rapport Doing Business, le gouvernement hausse les tons et remet en cause les résultats de cette étude au motif qu'il n'aurait pas recueilli l'ensemble des données objectives sur le terrain en ce qui concerne la RDC. Célestin Vonabandi dit avoir pris soin d'adresser plusieurs correspondances au service Doing Business sur des réformes amorcées en RDC depuis quelques années. Il s'agit notamment de l'adhésion de la RDC à l'espace OADA, l'instauration du guichet unique des créations des entreprises. Curieusement, s'étonne le ministre du Plan, toutes ces avancées notables n'ont pas été prises en compte.
À la place, les enquêteurs de la Banque mondiale ont préféré faire fi de tous ces indicateurs. Le président du CPCI souhaite que les efforts réels que fournit le gouvernement soient reconnus sur des bases objectives par un travail de terrain. À cet effet, la Banque mondiale doit engager un point focal en RDC pour que ce dernier donne des informations fiables à son institution. Toutefois, le gouvernement compte poursuivre dans cette lancée pour améliorer le climat des affaires. À l'interne, le gouvernement envisage de diligenter un audit indépendant pour évaluer toutes les mesures prises pour rendre le pays compétitif et viable en termes d'investissement. Dans un autre chapitre, il faut noter que le ministre de la fonction publique était devant le sénateur. C'était jeudi dernier. Jean-Claude Kibala était allé présenter le projet de loi sur la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo. Le texte que le ministre de la fonction publique a lu devant la Chambre haute du Parlement propose plusieurs innovations, dont le rajeunissement des effectifs à travers des concours de recrutement. José Junior Owawa et Blanchard Kandolo pour le reportage. L'actualisation du statut des fonctionnaires de l'État devient une priorité, incite le ministre de la fonction publique devant les élus des élus. Ce projet de loi vise notamment l'instauration d'un régime contributif pour assurer la survie des fonctionnaires mis à la retraite. Concrètement, une caisse d'épargne va être créée où les fonctionnaires encore actifs seront appelés à y verser leurs contributions. Jean-Claude Kibala est plus explicite. Il est difficile, si nous suivons la carrière, de pouvoir combler ce vide qui sera créé demain avec la mise à la retraite de ce personnel. Environ 40%, c'est 190 000 personnes. Nous avons jugé utile d'introduire ce système de contractualisation, c'est-à-dire pour des services déterminés, nous allons engager des jeunes ici de l'université qui seront recrutés sur base de concours et ils vont servir l'État sous des contrats déterminés. Ils pourront être intégrés sous statut plus tard, mais l'objectif est d'abord de répondre à la préoccupation de rajeunissement de l'administration publique. Conscient des nouveautés qu'apporte ce projet, le sénateur Maïndombe a du mal à cacher sa satisfaction. Plusieurs paramètres ont été pris en considération. La formation sur laquelle doit reposer l'administration, c'est-à-dire la formation en cours de carrière. Nous voulons que cet aspect soit réellement pris en compte pour la bonne marche de l'administration. Ce sentiment est partagé par les sénateurs Bongongo qui croient dire comme faire que cette nouvelle loi devait, si elle est mise en application, améliorer sensiblement les conditions de vie de l'agent de l'État. Le résultat que ça produira, ça dépend de la volonté des gouvernants, la volonté de chacun de nous, puisque la loi c'est une chose, l'application de la loi c'est une autre. Une fois adoptée et promulguée, la loi institue l'organisation des concours de recrutement des jeunes diplômés, notamment ceux issus de l'École nationale d'administration, afin de mettre de l'ordre dans l'administration publique, considérée partout à travers le monde comme l'épine dorsale du pays. Voilà qui termine cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite de programme sur la télé républicaine Télé 7 et au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.